Bienvenue dans votre magazine de société NCI Reportage. Ce soir, on vous propose de lever le voile sur une maladie tropicale considérée comme négligée par l'OMS. Il s'agit de l'ulcère de Buruli, une maladie incapacitante de la peau aux conséquences lourdes pour les malades, leurs familles et la société. Et puis le grand rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations approche à très grands pas pour la Côte d'Ivoire. On vous emmène à Yamoussoukro pour voir comment la ville du père de la nation se prépare pour cette messe du football africain. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Ce soir, on ouvre ce numéro avec un reportage consacré à la santé. On va parler de l'ulcère de Buruli. L'ulcère de Buruli, une maladie de la peau que l'on retrouve principalement en Afrique de l'Ouest. Les ulcérations qu'elle cause peuvent être lourdes et invalidantes pour les patients qui en sont atteints. Et vous le verrez dans ce reportage, en Côte d'Ivoire, 30 districts sanitaires sont touchés et concentrent l'essentiel de la stratégie de lutte. Entre diagnostic, défi de la prise en charge et reconstruction des patients, l'ulcère de Buruli, ce mal qui vous ronge, un reportage de William Sakiré, Armel Zozo et Trésor Wagui. Certaines images peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs. Démarche transformée, bras ou pieds portant des bandes, grosses plaies. Ces hommes, femmes et enfants souffrent de l'ulcère de Buruli. C'est une maladie causée par la bactérie Mycobacterium ulcerans et qui touche les communautés vivant le long de plans d'eau à écoulement lent, tels que les lacs. En Côte d'Ivoire, elle sévit dans une trentaine de districts sanitaires. Zoukoubeu. Nous sommes à l'hôpital Saint-Michel, centre dirigé par des religieuses. Ici, comme chaque matin, la journée débute par la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, maintenant et à l'heure de notre mort. Après la prière, direction la salle de soins. Bonjour à tous. Bien dormi? Bonjour. Nous y rencontrons Florent, le médecin en charge ici des malades de l'ulcère de Buruli. Nous sommes actuellement en train de commencer les pansements. Voilà, ça, chaque matin, on a une activité quotidienne que nous faisons. Après la prière, après le staff, nous commençons les pansements des malades. Si l'ulcère de Buruli se manifeste par l'apparition de grosses plaies, sa survenue est la plupart du temps anodine, comme l'explique Lago, l'un des 21 malades du centre. Quand ça a commencé, ça a fait une boule. C'était bien du bon, ça ne me faisait pas mal. Je partais au champ vert, je travaillais. Bon, arrivé à un certain moment, ça me grattait. Ça me grattait et j'ai su que bon, la boule, ça s'améliorait toujours, ça s'aggravait toujours. Et je suis allé voir les tradipraticiens. J'ai fait presque 4 mois, en tout cas, chercher la guérison. Ça n'a pas été bon, le cas. Et on m'a indiqué ici, l'hôpital des Sœurs, ici à Zoukoubé. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et les docteurs m'ont pris, en tout cas dans de bonnes conditions. Ça me fait 4 mois actuellement que je suis ici à Zoukoubé. À cause de cette maladie, son monde s'est effondré. Ça fait 8 mois maintenant, il ne travaille pas, je n'ai pas encore mes enfants, ni ma plantation, ni mon village. Ça fait 4 mois et 8 mois. Je cherche la guérison. Finalement, votre famille, qui s'occupe de la... Bon, j'ai laissé mon oncle, celui qui s'occupe de mes plantations. Bon, chaque fin du mois, il m'envoie un peu et on s'est débrouillé. Je ne sais pas où met la tête. Je suis coincé de tous les côtés. Le personnel médical ressent aussi les coups de blues des malades. Une empathie devenue naturelle. C'est pas facile, mais il faut faire avec.
C'est ton prochain, il faut chercher toujours à satisfaire ses besoins. Voilà, ils sont venus, c'est les pères de famille qui sont venus. Il faut tout faire pour qu'ils soient guéris afin de pouvoir se resocialiser. Venir puis perdre tout son emploi, ses activités. Quand d'autres vont retourner, ils vont voir le champ en brousse, puis reprendre tout à zéro. Quand tu te mets dans la peau de ces personnes-là, ce n'est pas facile. Donc nous faisons tous nos efforts pour, en tout cas, qu'ils recouvrent la guérison et regagner la famille. De l'autre côté de la salle, un autre malade, à l'histoire particulière. D'Elsa, 2 grandes compresses. Voilà 24 ans qu'Alain vit avec cette maladie qui l'a défiguré. C'est en 99, j'ai commencé ici et commencé à enfler. Ça me faisait pas mal. Maintenant, ça a commencé à grandir, c'est dur. Jusqu'à un peu. Mon pas, on est parti chez un guérisseur. Quand il soignait, c'est là que c'est devenu plaie. Et en 99, quand c'est devenu plaie, on est venu ici. 2000 encore, après mes 2 pieds se sont attaqués, ils ne marchaient pas. Maintenant, je suis venu ici en 2000 avec mon papa. Et puis on est reparti. Quand on est reparti encore, c'est fini, mais là, attaqué. Quand c'est attaqué, on est revenu ici encore. Quand on est revenu, maintenant, ils ont donné les médicaments, on est parti. Le médicament est fini, il n'y avait pas l'AIN pour venir. Maintenant, ils ont pris les médicaments indigènes. C'est là, mais là, est penché maintenant. Je suis revenu ici, j'ai pris mes photos, puis je suis reparti. C'est après, maintenant, le docteur m'a appelé pour dire que de venir, ils vont faire mon opération. Je suis venu. Quand je suis venu, ils ont opéré. Il n'a pas payé 5 francs. Douleur physique, mais aussi morale, causée par le rejet de l'entourage. Les gens même se refusaient de s'approcher de moi. Les gens refusaient de manger avec moi. Donc moi-même aussi, je ne sais pas comment j'allais m'arranger. Alain espère retrouver sa vie parce qu'il se sent différent, avec ce visage rongé par l'ulcère de Buruli. Dans la vie là, c'est le visage qui est l'homme. Donc je suis en train de voir même si les docteurs, si l'État même peut envoyer solution de mon visage pour aussi arranger. C'est ça qui est mon inquiétude, c'est ça qui est mon souci actuellement. Parce que si quelqu'un, si tu es en train de dire à quelqu'un, c'est le visage de la personne regarde d'abord. Donc en la main, même si ma main même est retrouvée, c'est mon visage là qui est souci. C'est à ça il pense. Si on pouvait faire quelque chose pour moi. Pour retrouver une vie normale, il devra aussi se défaire de ce bout de métal implanté dans sa main, touché aussi par la maladie. Il y a un fixateur qui est là. Vous voyez le fixateur? Voilà. Il faut ôter ce fixateur-là. Après la prise de la greffe des os. Après ça, maintenant, il faut faire une rééducation pour créer la cartilagine au niveau des articulations pour qu'il puisse faire tous les mouvements après la guérison totale. Avec la position qu'il avait, il ne pouvait pas faire un boulot. Selon le chef de l'unité que nous retrouvons, un diagnostic rapide garantit une meilleure prise en charge et permet d'éviter les séquelles. Si le malade vient tôt, que d'abord la plaie n'est pas encore n'a pas encore de plaie, il peut cicatriser avec le traitement antibiotique. Mais dès qu'il y a une ulcération, en fonction du type d'ulcération, parce que si c'est une petite ulcération, ça peut cicatriser avec les pansements en plus du traitement antibiotique. Maintenant, si la plaie est plus large, le traitement médical permet déjà de circonscrire la lésion. Ça bloque même l'évolution de la lésion et avec les pansements, la plaie sera propre. Dès que le traitement médical est fini, si la plaie ne peut pas cicatriser sous pansement, nous passons à la chirurgie. Des destins et des vies brisées qui obligent les proches à élire domicile dans l'hôpital. Ange, épouse de Lago, venue au chevet de son mari, a été rejointe par sa fille dans ce qui est désormais leur nouvelle maison. Je suis ici depuis le mois d'avril. Je suis venue m'occuper de mon mari qui est souffrant, ça fait pratiquement 7 mois aujourd'hui. Au début, nous étions dans les médicaments traditionnels. Mais on a fait, jusqu'à nous, on est fatigué, on n'a pas eu gain de cause. Donc il y a une de mes tantes qui a fréquenté ce centre-là, c'est elle qui m'a dit que de venir ici, lui, quel que soit son état, je sais qu'ils vont le guérir. Donc c'est comme ça
Mon mari était vraiment dans un état critique. Il était presque même mourant. Puis je suis venue. Mais vraiment, le centre de santé de Zoukoubé, vraiment, ils ont fait tout. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon mari a retrouvé la santé. L'équilibre familial bouleversé, c'est ici que mère et fille passent leur journée. Le préau de l'hôpital tenant lieu de nouvelles cuisines. Notre quotidien, c'est ici. Avec pratiquement toutes ces femmes que vous voyez là, elles, vraiment, il y a d'autres qui ont fait au moins 1 an, d'autres ont fait 9 mois, abandonné toutes nos activités, tous nos enfants, et puis on est venu s'asseoir. Dans notre quotidien, c'est pratiquement ici. C'est ici que nous faisons à manger, parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas rester isolé, abandonné. Donc nous devons faire nos possibles pour que les malades là, de cette maladie soient entretenus. Donc on est obligé de tout abandonner pour venir rester ici dans ce centre de santé de Zoukoubé. Sous ce préau, il y a aussi la sœur d'Alain, l'un des malades que nous avions rencontré en salle de soins. Jocelyne a pris depuis quelque temps le relais de sa sœur aînée. Moi, je me suis mariée dans un village là-bas. À cause de ça, mon mari, mais il a fait aussi. Quand il a fait, juste quand c'est là, on a entendu ce qu'il maintenant ici, là. On soutient les gens ici. C'est là on est venu. Si vous avez laissé votre mari là-bas pour venir retrouver votre grand frère ici, qu'est-ce qu'il dit votre mari? Mon mari, comme il dit, c'est mon frère, il ne sait pas comment faire. Il appelle, il dit c'est comme, il dit, pour le moment, on est dessus. Oui, on est dessus. Jusqu'à. C'est que si on est là, on est en train de regarder. Donc en clair, c'est vrai que c'est Alain qui est malade. Vous portez aussi le fardeau avec lui. On est là. On ne sait même plus comment faire. Moi et mon grand frère, depuis là, il a dépensé même. On ne sait pas comment faire. On est là. L'ulcère de Burili sévit en zone rurale. Chose qui ouvre la porte à toutes sortes d'idées reçues, l'assimilant à d'autres maladies. Sans oublier certaines croyances qui lient cette pathologie à la sorcellerie. Pour délier le vrai du faux, direction le CHU de Trècheville. Précisément, au service dermatologie pour rencontrer le professeur Mamadou Kalouga. Bonjour, bonjour. On va commencer la consultation. Ce n'est pas hors d'arrivée, donc chacun va s'asseoir. Et puis on va commencer la consultation. Vous allez rentrer. Son service est souvent la première porte à laquelle frappent les malades atteints de l'ulcère de Burili. Tous les patients qui ont des problèmes de dermato. Ça peut être même des patients d'ulcère de Burili ou bien même des patients qui présentent des pathologies qui peuvent prêter à confusion avec l'ulcère de Burili. Et généralement, c'est dans ce cadre-là que je suis abordé tout le temps. Aujourd'hui, il est en visite dans cette chambre auprès d'un malade qui présente des lésions à la jambe et dont l'état est souvent assimilé à l'ulcère de Burili. Ça, ce n'est pas de l'ulcère de Burili. En fait, on appelle ça l'érysipèle des jambes. Vous voyez, ce monsieur il a une grosse jambe. Et comment cette grosse jambe, cette maladie a commencé? Elle a commencé par une petite plaie au niveau du pied, ou bien souvent c'est des pieds d'athlète. Donc il y a un microbe qui va rentrer, et lorsque le microbe va rentrer, il va donner ce qu'on appelle une grosse jambe douloureuse, chaude, fébrile. Bon, les gens pensent que c'est de l'ulcère de Burili, ce n'est pas de l'ulcère de Burili, parce que l'ulcère de Burili est dû à un microbe qu'on appelle Mycobacterium ulcerans. Alors que cette fois-ci, c'est dû à un microbe qu'on appelle le streptocoque bêta-hémolytique. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'ulcère de Burili, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de fièvre. Alors que là, il y a la douleur, il y a la fièvre. Voilà la différence. Autre cas d'idée reçue, l'ulcère de Burili serait lié à la sorcellerie. On fait la sensibilisation pour briser tous les préjugés qu'on peut dire sur l'ulcère de Burili. Parce que l'ulcère de Burili, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas un sort qui a été lancé à qui que ce soit. Mais c'est une maladie qui est due à un microbe appelé Mycobacterium ulcerans. Et son terrain de prédilection se situe loin des zones urbaines. On n'a pas eu de cas d'ulcère de Burili.
et à Abidjan. Et comme j'affirme encore, c'est une maladie des zones rurales. C'est une maladie qui va se voir dans les régions rurales au bord des cours d'eau. Et aussi, ce n'est pas une maladie pour les pauvres. Non, ce n'est pas une maladie des pauvres. Tout le monde peut être atteint d'ulcère de Buruli. Voilà, vous vivez en zone rurale, si vous êtes multimilliardaire, que le microbe a pénétré l'organisme, par la suite, ça va donner un ulcère. Ça ne trie pas. Le microbe ne dit pas que lui, il est pauvre, lui, il est riche. Voilà pourquoi je vais attaquer. Voilà. Lui, il attaque quand vous êtes dans sa zone de prédilection. Voilà. Le premier responsable de la lutte contre l'ulcère de Buruli nous conduit par la suite auprès d'une patiente présentant une ulcération totale de la jambe. Là aussi, il faut faire attention aux amalgames. Nous vous présentons une image d'une patiente qui a eu un érysipèle qui a été mal soigné. Et vous voyez, par la suite, ça donnait ses plaies, que souvent les gens appellent ulcère de Buruli à tort. Voilà. Alors que ce n'est pas un ulcère de Buruli. Donc, en clair, il y a une grosse différence à faire dans toutes ces maladies-là. Oui, il y a une grosse différence parce que l'érysipèle que je vous ai montré tout à l'heure, quand c'est mal traité, après on va avoir des zones de nécrose et ce sont ces zones de nécrose qui vont laisser place à ces grosses plaies que vous voyez. Donc en clair, toutes les plaies ne sont pas ulcère de Buruli? Toutes les plaies ne sont pas ulcère de Buruli. Nous, quand il y a une plaie qu'on suspecte nous-mêmes être ulcère de Buruli, on fait des prélèvements et lorsque les confirmations sont faites, on prend le malade en charge totalement. Le malade n'a rien à payer quand il s'agit d'ulcère de Buruli. La prise en charge se fait en plusieurs étapes, comme on a pu le voir à Zoukbe, mais aussi avec la chirurgie quand cela est nécessaire. Divo, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. La localité abrite des établissements de prise en charge de malades de l'ulcère de Buruli. Au centre hospitalier régional de la ville, le docteur Yao, médecin spécialiste dans la prise en charge des personnes atteintes de l'ulcère de Buruli, s'apprête à entrer au bloc opératoire. Il s'agit essentiellement d'une greffe de peau. C'est-à-dire qu'il y a une ulcération qui est en place. Donc il faut essayer de couvrir cette ulcération le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que nous allons faire cette greffe de peau pour réduire le temps d'hospitalisation et accélérer la cicatrisation du malade. Et là, on parle combien de temps? On va juste immobiliser le membre. Pour que la cicatrisation puisse se faire, il faut immobiliser. Il ne faut pas qu'elle ait à faire des mouvements. Et si elle fait des mouvements, le greffon qu'on a placé va se déplacer. Il faut immobiliser jusqu'à ce que le greffon prenne. Et c'est après ça que va commencer la rééducation avec elle. Place maintenant au temps de réveil. Alors que la patiente quitte le bloc, elle est remplacée par une autre qui, elle aussi, subit. Village de Zoho-Zoukoussou, près de Boisflé. Nous sommes au domicile d'Adélaïde, ancienne malade de l'ulcère de Buruli. La jeune femme revit aujourd'hui grâce au soutien de sa famille, notamment de son père. L'homme se projette aujourd'hui sur la rentrée scolaire de sa fille, mais il revoit des années en arrière les moments difficiles qu'elle a endurés face au regard extérieur. Les gens ils disent ça c'est comment dire, maladie des sorciers, maladie des tantans. Je dis ah, moi depuis que mon papa m'a mis au monde là, nous sommes 10. Elle n'a pas sorcellerie dans notre famille. 14 ans après le diagnostic de l'ulcère de Buruli, voici la marque qu'a laissée la maladie sur la jeune femme. Une séquelle qui pèse aujourd'hui sur son quotidien. Alors là, il y a des travaux que je ne peux pas faire. Comme laver à Bicouan ou bien piler, faire les choses là. Soulever quelque chose mais qui est lourd, je ne peux pas. Donc c'est comme si il y a une partie de moi qui n'est pas là, quoi. Souvent je me sens bon.
triste quand je vois mon état. Et puis il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je ne peux pas. Tout le temps, tu es obligé d'appeler les gens, viens faire ceci pour moi, viens faire cela pour moi. En tout cas, ce n'est pas du tout facile. Souvent, quand je marche dans la rue, quand les gens me voient, on me regarde, tout le regard sur moi, tout le monde, les yeux fixés sur moi, on me regarde. Souvent, ils cachent ça pour ne pas que chose, on me voit comme ça. Quand tu passes, bon, ceux qui me connaissent, ils sont habitués à moi, là, il n'y a rien. Mais quand je rencontre de nouvelles personnes, au lieu de me regarder moi-même, c'est mon bras, je regarde. Quand c'est comme ça, il y a un peu honte et puis souvent, je cache. Pour venir à bout de ce mal, Adélaïde a subi au total 3 opérations. Mais la jeune femme ne se laisse pas abattre. Après le bac, aller à l'université. Après l'université, bon, tenter les coucous, travailler aux impôts. En tout cas, quand je vois ça, c'est mon rêve qu'elle a là. Quand je vois la situation de ma famille, mon papa qui se bat pour que au moins je puisse y arriver. Donc, je me dis, il faut que moi, je devienne quelqu'un dans la vie pour aider mon papa et tout ce qu'il a fait pour moi jusque-là. Et cet espoir, Adélaïde, qui apparaît désormais comme une miraculée, veut le partager avec tous les malades de l'ulcère de Burili. Bon, ce que je voulais leur dire, c'est de ne pas désespérer, perdre espoir. Parce que si aujourd'hui je suis guérie, c'est grâce à la médecine, mais grâce à Dieu aussi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Donc avoir le courage d'affronter, je peux dire la maladie et puis vaincre la maladie, poursuivre leur vie comme si rien n'était. Ne pas écouter les préjugés, tout ça. Adélaïde a un dernier combat à mener contre le spectre de l'ulcère de Burili, une dernière opération pour réparer son poignet et tourner définitivement la page de ce chapitre de sa vie. Depuis 2010, l'incidence annuelle de l'ulcère de Burili est en baisse constante en Côte d'Ivoire. Elle est passée en dessous de 1000 nouveaux cas par an, alors qu'elle était en moyenne de 2500 nouveaux cas par an de 2007 à 2009. En 2023, 271 malades ont été répertoriés officiellement par le Programme national de lutte contre l'ulcère de Burili. Comment lutter contre cette maladie qui, on l'a vu, bouleverse le quotidien des patients et de leurs familles? On va continuer d'en parler avec notre invité ce soir, Mamadou Kaloga, le professeur Mamadou Kaloga, directeur coordonnateur du programme national de la lutte contre l'ulcère de Burili. Bonsoir, professeur, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Alors, professeur, l'OMS considère l'ulcère de Burili comme une maladie tropicale négligée. Vous êtes en charge donc du programme de lutte contre cette maladie en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand on dit négligence, on parle d'un manque de moyens pour la recherche, pour la prise en charge des patients ou tout simplement un manque de connaissances sur le sujet? Ok, il faut savoir que c'est l'OMS qui a classé l'ulcère de Burili comme étant une maladie tropicale négligée parmi 20 autres maladies. Et en Côte d'Ivoire, on enregistre 14 maladies tropicales négligées. Pourquoi négligées? Parce que c'est des maladies que l'on voit en zone rurale où les populations sont très pauvres. Et ce sont des maladies pour lesquelles il y a peu de recherches et dans lesquelles les firmes pharmaceutiques investissent très peu. Quand on parle de recherche aujourd'hui concernant cette maladie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Elle a été découverte dans les années 80, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait vraiment pas comment est-ce qu'elle se transmet, comment est-ce qu'on l'explique cela? Oui, comme la maladie se transmet, c'est là tout le problème. Parce que tant qu'on ne sait pas comment la maladie se transmet, il va être difficile de lutter contre la maladie. Mais, donc ça veut dire que les recherches sont très limitées et ces recherches-là se font aujourd'hui, c'est vrai, vers la recherche de nouveaux médicaments pour raccourcir la durée du traitement. Et ces recherches aussi sont orientées vers la recherche du mode de contamination. Parce que lorsqu'on va maîtriser ce mode de contamination, on pourra mieux prendre en charge l'ulcère de Burili, en gros.
Et quand vous parlez de ces contaminations, on observe que elles se font essentiellement en milieu rural. Vous le dites vous-même dans le reportage, on n'a aucun cas détecté sur des grandes métropoles comme Abidjan. Comment on l'explique? On n'a pas de cas, je confirme et je le dis, on n'a pas de cas d'ulcère de Burli à Abidjan. Parce que c'est des maladies que l'on va voir dans les zones tropicales où il y a des cours d'eau. Et c'est dans ces zones que la transmission va se faire de l'environnement à l'homme. Je note qu'il n'y a pas de transmission d'ulcère de Burli d'un individu à un individu. La transmission se fait essentiellement du milieu aquatique vers l'homme. C'est cette transmission-là que l'on cherche à élucider aujourd'hui pour mieux prendre en charge. Parce qu'on pense que c'est des insectes aquatiques qui seraient responsables de la transmission. Là, vous avez vu, j'ai dit qu'ils seraient responsables. Ça veut dire encore que les recherches sont en cours et vivement qu'on mette beaucoup de moyens dans ces recherches-là pour que l'on puisse savoir réellement le mode de contamination de cette pathologie. Alors, dans ce reportage, on a également une séquence très intéressante qui nous interroge donc, sur le parcours de soins des patients. On a un patient qui se retrouve donc avec ces nodules qui apparaissent au début de l'infection à l'ulcère de Burli, qui va voir un praticien qui le redirige vers un établissement de santé donc adapté au traitement. Est-ce que aujourd'hui, ces praticiens qui sont en mesure de rediriger vers des établissements adaptés font partie de cette stratégie de lutte que vous avez aujourd'hui avec le programme? Oui, mais bien sûr, ces traducthérapeutes sont dans nos stratégies de lutte et de prise en charge de l'ulcère de Burli. Parce que vous savez, quand les gens ont une maladie, ils s'orientent d'abord chez les traducthérapeutes. Et quand le traducthérapeute, il est sincère, il ne peut pas, il nous oriente le malade. Mais certains traducthérapeutes peuvent s'acharner à traiter les malades. Dans ce cas-là, on va passer des gonflements à l'ulcère. L'ulcère, ce n'est pas obligatoire dans la maladie d'ulcère de Burli, parce que ça va commencer d'abord par des petits gonflements de la peau, des petites boules sous la peau, ou même un gonflement de tout un segment de membres ou même d'une partie du corps. Lorsque la maladie est reconnue à ce stade-là, on donne des médicaments, des antibiotiques adaptés, le malade guérit. Mais lorsque le malade dure et que par la suite, la boule évolue, elle peut s'ouvrir pour donner place à l'ulcère. Et généralement, c'est à ce stade-là que nous voyons les malades. Et c'est à ce stade-là qu'on fait le diagnostic de la maladie. Et donc, vous avez mis l'accent sur la sensibilisation des praticiens dans le programme de lutte? Oui, on a intégré même certains traducthérapeutes dans notre stratégie de lutte. Nous allons les voir quand on arrive dans les communautés. On explique, on leur montre des images. Et lorsqu'ils ont des images qui ressemblent à s'y me prendre à l'ulcère de Burli, ils nous envoient les malades. C'est ce qui a fait que ce traducthérapeute-là, quand il a vu le cas suspect d'ulcère de Burli, il a automatiquement adressé au centre de santé. On enregistre aujourd'hui moins de 1000 cas par an en Côte d'Ivoire contre 2500 entre 2007 et 2008. Qu'est-ce qui a permis de faire baisser ce nombre de patients affectés et surtout comment faire mieux demain? Ce nombre de cas qui est passé de 2500 dans les années 2006, 2007, 2009 jusqu'à aujourd'hui 271 cas en 2022 est dû au fait que l'État a créé des programmes de lutte contre l'ulcère de Burli. Et ces programmes de lutte contre l'ulcère de Burli ont mis en place des stratégies de lutte contre la maladie. Notamment, on fait la sensibilisation, on va vers les malades, on fait le dépistage précoce et lorsque on a des cas, on fait des prélèvements et on met les malades sous des antibiotiques adaptés. Lorsque c'est des cas très avancés, nous avons des centres de prise en charge. Et ces malades-là vont être adressés dans ces centres de prise en charge où ils sont pris en charge gratuitement. Et on a envie de vous demander quels sont vos espoirs et vos objectifs pour ce programme dont vous avez la charge, pour ces patients, on l'a vu dans le reportage, c'est des vies entières qui sont bouleversées.
Qu'est-ce que vous espérez pour le futur? Nous espérons d'abord contrôler la maladie et ensuite, dans la longue, éradiquer l'usage des béryl dans ce monde. C'est ça nos objectifs. Merci professeur Mamadou Kaloga d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre l'ulcère de Buruli. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et en seconde partie d'émission Pierre, NCI Reportage pose ses valises à Yamoussoukro, la capitale politique. Et oui, Yamoussoukro qui fait partie des villes qui vont accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. On va vous montrer comment on s'y prépare pour recevoir les fans du ballon rond qui vont arriver de tout le continent et ce sera après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre ce programme. On vous le disait un peu plus tôt, Yamoussoukro se prépare à accueillir les spectateurs de la grande messe du football africain, Pierre. Et oui, à 3 mois de la CAN, nous avons visité des hôtels et restaurants flambant neufs, ouverts rien que pour l'occasion dans la ville. Comment sont-ils évalués? Quelles normes doivent-ils respecter? Et surtout, quels enjeux pour Yamoussoukro? Yamoussoukro se transforme pour la CAN. C'est un reportage signé Roger Appé, Armel Zozo. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La ville connaît une floraison d'établissements hôteliers et de loisirs depuis quelques mois. Avec la Coupe d'Afrique des Nations qui approche à grands pas, chaque promoteur d'établissement met tout en œuvre pour accueillir la grande messe du football africain. Alpha, 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 alpha. Alpha, l'écoute. Position au niveau du rooftop. Ok, je fais un mouvement vers vous dans 2 minutes. Ok, reçu. Blaise est le chef d'exploitation de cet hôtel. Chaque matin, comme à son habitude, il passe de chambre en chambre pour contrôler le travail des femmes de chambre. Ce sont ces gestes qu'on répète tous les matins, voilà, pour s'assurer que oui, les équipes respectent effectivement, voilà, tout est propre, sans poussière, voilà. Si ce n'est pas propre, l'élément en question, le collaborateur, il sera réprimandé. Au besoin, même une demande d'explication. Voilà. Parce que en termes de visibilité, en termes de notoriété, Onyx ne s'amuse pas avec la propriété. Parce que c'est l'hygiène, en fait, qui découle sur la santé de notre clientèle. Donc, on ne peut pas s'amuser avec. Si Blaise est tout aussi regardant sur la propreté des chambres, c'est parce que son hôtel a été sélectionné par le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, pour accueillir les invités. Nous avons reçu une délégation du COCAN qui est venue. On a échangé, ils ont visité nos locaux. Qu'est-ce qu'ils ont vérifié exactement? Quelles sont les exigences? Les exigences, ils ont vérifié d'abord la qualité de nos équipements. Ils ont vérifié aussi en termes de sécurité l'accessibilité au site. Vous avez vu déjà quand vous êtes arrivé, nous avons une sécurité en interne qui est propre à nous. Et à côté, parallèlement aussi, nous avons une société de gardiennage qui nous aide dans la sécurisation du site. Donc c'est tout ça là, vérifié. C'est tout ça là qui a permis que nous soyons éligibles parce que nous frôlons là les 4 étoiles. Donc c'était un critère aussi qui a pesé dans la balance pour être retenu. L'hôtel dispose d'un local technique entièrement dédié à la surveillance. Chef de sécurité, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va. On dit quoi ici? Oh, ça va. En termes de surveillance, en termes de visibilité des différents sites, comment est-ce que ça va? Oui, en termes de visibilité, tout va bien. Tout va bien. Les caméras fonctionnent. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà là, on a une bonne vue sur l'entrée principale et aussi sur la A6. C'est la voie qui mène, qui part vers Daloa. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'on a une vue sur la circulation. Donc, déjà, s'il y a quelque chose qui vient vers nous, déjà, on a une visibilité, on peut alerter. Voilà. Là, nous avons derrière le bâtiment, là, c'est le parking côté véhicule. Donc,
nous sommes parés en termes de surveillance, en termes de sécurité. Au total, 46 caméras sont installées dans chaque compartiment de l'hôtel. 2 agents, des ex-militaires, scrutent chaque caméra jour et nuit. Le moindre geste suspect est signalé. Est-ce qu'il y a bien un voleur, des choses comme ça? Pas encore. On n'a pas encore appréhendé d'intrus. Peut-être ce sont des cas isolés. Des cas isolés, des gens, peut-être des... pas longtemps de cela, il y avait un fumoir derrière. On a fait démonter les choses, la bague pour faire démonter ce fumoir. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc la sécurité est garantie ici. La sécurité est vraiment garantie. À la moindre insécurité, cet hôtel pourrait perdre sa place parmi les hôtels sélectionnés par le COCAN, car la sécurité reste l'un des critères sur lesquels le COCAN reste intransigeant. En pleine interview, le chef de sécurité repère un suspect. Il alerte les vigiles, postés à l'entrée de l'hôtel. Veuillez jeter un coup d'œil au conteneur là. Il y a un individu qui rôde quelque part là-bas. Veuillez jeter un coup d'œil. L'individu, il est où? Il est tout juste derrière le conteneur. L'individu est derrière le conteneur. C'est pour vous indiquer. Est-ce que vous avez appréhendé l'individu? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ramenez-le au poste. L'équipe se met en branle. Oui, Vector. Comment tu vas? Ça va bien. C'est certainement que vous avez appréhendé là-bas? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bon, il était allé nous dire, c'est un travailleur d'ici. Il y a une force à l'aide, donc ce n'est pas un voleur. Ah, d'accord. Ok. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Ça va être. Il travaille comme M. Fofana. C'est son truc qui s'en fait de faire ses travaux. Ah, d'accord. Donc, mesure corrective prochainement, quand ils viennent comme ça, il faut qu'il y ait un badge. Voilà, de sorte à ce qu'ils puissent être identifiés rapidement. S'il y avait le badge déjà à la caméra, on aurait vu et ça n'allait pas poser de problème. En tout cas, chapeau à votre vigilance. Repos. D'accord. L'individu se tire à bon compte. Si c'était quelqu'un, vraiment tu étais venu peut-être pour prendre quelque chose, on aurait dû appeler le CCDO pour l'envoyer déjà au poste. D'abord le maîtriser, le noter, appeler maintenant les autorités compétentes en la matière pour prendre le relais. Cet hôtel de haut standing, sorti de terre il y a à peine 9 mois, attise les convoitises. Ces installations ultramodernes ont déjà séduit un pays qualifié pour la CAN. Les pourparlers sont actuellement en cours. Il faut dire déjà même qu'en amont, on a eu la Coupe de la Confédération. On a une équipe ici qui a séjourné à Onyx Hotel. C'était le FC Rivers du Nigeria. Donc en termes de visibilité et en termes de contact aussi, déjà pour la CAN, nous sommes en pourparlers avec un client qui veut nous prendre l'hôtel du 5 janvier jusqu'à fin février. Donc nous sommes encore dans les termes du contrat. On n'a pas encore finalisé, mais nous sommes à 90% de finalisés. Avec son design moderne et ses équipements de qualité, l'hôtel dispose des chambres de gamme, dont 8 suites, des mini-suites et des chambres supérieures. Au total, l'hôtel dispose de 61 chambres. La capitale politique ivoirienne compte plus de 300 hôtels pour 7000 chambres, référencés par le ministère du Tourisme. Stéphane est le gérant de cet hôtel en pleine rénovation. Bonjour, on dit quoi? Ça va un peu? Et le travail, ça avance? Mais ça... D'accord, mais il faut faire vite, hein. Tu sais qu'on est pressé là. Voilà, on est vraiment pris par le temps. Voilà. Dépasser les mesures blanches, les petits blessures, on doit corriger tout. Ah, d'accord. Et puis maintenant passer le blanc dessus et puis c'est OK. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Si Stéphane insiste sur les délais des fins des travaux, c'est pour que son hôtel soit opérationnel avant la CAN. Il faudrait que tout soit clair, net. Hein. Non, c'est normal, c'est normal. Hein? Là, il faut qu'on cache ça, là, il faut qu'on ferme tout ça, ça va fermer. D'accord, ok.
Est-ce que vous serez prêt d'ici 2 mois? D'ici 2 mois, oui, on sera, comme je disais tantôt, nos travaux sont pratiquement achevés à 80%. Et ce qui reste, il n'y a pas grand-chose. Comme il n'y a plus de tapés, de construction à faire, il n'y a plus voilà, trop de manipulations à faire. Bon, là, il nous reste juste à monter les lits et puis passer à l'exploitation. Même si les travaux ont pris un peu de retard, l'homme garde toujours espoir et espère répondre aux attentes des organisateurs. Mais actuellement, quel est votre état d'esprit à l'approche Bon, vraiment, notre état d'esprit, franchement, on a le moral très haut parce que nous-mêmes, on est très pressés même que la CAN même approche rapidement parce qu'on veut tellement recevoir nos invités, on veut recevoir nos hôtes. Donc, vraiment, actuellement, on est vraiment pressés. Donc, le moral il est très haut. Pour faire face à la concurrence, Stéphane mise sur la qualité des matériaux utilisés pour la construction. Nous, notre stratégie, c'est on a misé sur le confort. Voilà, le confort, parce que nos clients qui viennent, on leur dit d'abord que chez nous, il y a le confort. Il y a nos matelas, concernant nos lits. D'abord, ça, c'est la première des choses, parce qu'on doit d'abord valoriser le matériel d'exploitation que nous avons dans un premier temps. Et à la suite, maintenant, on va essayer de vraiment prendre soin de nos clients et puis, voilà, les maintenir. Ces établissements sélectionnés pour la CAN font régulièrement objet de contrôle. Ce matin, Félicité Soumaoro, directrice régionale du tourisme de Yamoussoukro, et son équipe viennent inspecter cet hôtel. On est venu voir votre espace. Voilà, il est déjà bien, mais vous nous avez parlé d'une suite qui est en construction. Tout à fait. Donc on vient voir comment est-ce que les choses évoluent. Ça marche. Voilà. On y va alors. Après vous. C'est cet hôtel qui sera inspecté. Voilà, présentez-nous la chambre. Bon, chez nous, ce sont des chambres grand luxe. Voilà ce qu'on appelle comme les chambres grand luxe. Voilà, vous avez ici un lit Louis XIV, vous avez une coiffeuse Louis XIV. On a aussi des matelas orthopédiques. Vous avez une grande télévision de 50 pouces. Voilà, vous avez un petit réfrigérateur, un réfrigérateur étudiant et puis une table qui vous permet de prendre votre petit déjeuner. Voilà. En chambre, si on le souhaite. Voilà, si on le souhaite, prendre le petit déjeuner en chambre. D'accord. Voilà. L'inspection vise à vérifier si les normes établies par le ministère du Tourisme sont respectées. 175 critères à respecter pour avoir le nombre d'étoiles qu'on souhaiterait avoir. Donc, en fonction de ces différents critères, nous regardons. On peut citer par exemple la hauteur du plafond, la largeur des escaliers, la position de la réception. En fonction du nombre de points que nous recensons quand nous faisons le classement, nous évaluons et nous regardons pour attribuer les notes au niveau des étoiles. Cette visite est la deuxième du genre, car l'établissement a été visité par les équipes du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN et de la CAF. Ces chambres haut de gamme attirent même des stars de la musique ivoirienne. Bonjour ma fille. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ok, j'ai très bien dormi. D'accord. Savanala, artiste ivoirienne, vient de passer 2 nuits dans ce somptueux établissement. Mais pourquoi vous avez fait le choix de venir dans cet hôtel? Ben parce que j'ai trouvé d'abord joli. L'hôtel, le Château Blanc, est très très joli, confortable et franchement j'ai très bien dormi. Dans un cadre somptueux, vous voyez tout brille là. En tout cas ça ressemble à Savanala. Hein. C'est très joli. Ça vous a coûté combien la nuit? Ah, vous voulez que je vous dise ça? À peu près 120 000 francs CFA. C'est pas cher payé, non? C'est un peu cher, mais hey, pour dormir bien là, ça mérite ça. Hein? L'établissement dispose de 18 chambres grand luxe à 120 000 francs CFA la nuitée
et de suite en pleine rénovation de 300 000 francs CFA, la nuitée. Ici, le promoteur mise sur le luxe pour attirer des clients de catégorie supérieure. Pour la suite, on a prévu un matelas vraiment de grand luxe, orthopédique aussi, qui fait environ 1 650 000. Le matelas, je l'ai là. On peut vous montrer. C'est italien. Ce qui est en bas, lui, fait 1 200 000 pour les chambres individuelles. Les chambres de luxe qu'on a voilà. vu en bas. Et ce matelas, lui, c'est 1 million. 1 650 000 là. C'est pour la suite. C'est pour la suite. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis rien que pour accueillir les invités de la Cannes. Chaque jour, des dizaines d'établissements hôteliers sortent de terre de la ville de Yamoussoukro. Dans ce contexte ultra concurrentiel, seule la qualité du service peut faire la différence. On vous présente la somptueuse chambre, très spacieuse, donc toujours dans un décor typique de la culture Akan, comme vous le voyez, avec un coffre-fort, doté d'un coffre-fort pour sécuriser tous vos objets de valeur. Un lit très élégant, très spacieux, très confortable, de qualité. Est-ce que c'est en lien avec la Cannes qui arrive? Oui, nous visons aussi la Cannes. Donc, ça fait partie de nos objectifs. Viser la Cannes, recevoir les clients. Donc, nous avons mis tout en œuvre. Nous avons mis un confort maximum pour recevoir les joueurs. Avec son architecture particulière, construit en bungalow, l'établissement qui a ouvert ses portes il y a seulement 3 mois est prêt à accueillir les invités de la Cannes. Par exemple, là, on va installer des écrans géants pour regarder les matchs. Ensuite, oui, ici là et là-bas, il y aura des écrans géants, des projecteurs pour suivre tous les matchs. L'hôtel dispose de 20 chambres, dont 4 suites haut de gamme, qui peuvent accueillir des personnalités haut placées. Et pour permettre aux invités de vivre les matchs, des aménagements sont prévus. Nous allons mettre un décor adapté pour eux. Nous allons organiser des guides, des sorties touristiques dans les différentes sites touristiques de Yamoussoukro pour que les joueurs aussi puissent connaître la ville de Yamoussoukro. Et aussi, nous allons nous intéresser à la partie traditionnelle, les danses, tout ce qui est tradit qui rentre dans le décor de l'hôtel. Depuis quelques mois, Yamoussoukro a fière allure. Outre les établissements hôteliers, des parcs d'attractions ouvrent également leurs portes. Au niveau des parasols, il faudrait qu'on complète encore des places assises. Parce que je vois des chaises qui n'ont pas de parasol. Donc il va falloir, tu vois la chaise qui est là, la table qui est là, pardon. Il faudra compléter ça. Ce parc d'attractions vient à peine d'ouvrir ses portes aux clients. Situé à proximité du stade, le promoteur de cet établissement vise aussi les invités de la Cannes. Depuis 2016, on avait ce projet-là en vue. Mais vu que depuis 2-3 ans, on va dire 4 ans même, on a su que la Côte d'Ivoire devrait, cette année, sinon 2024, accueillir la Cannes. Donc on a accéléré les travaux. Pour que ça soit dans les normes par rapport à la Cannes. Entre attractions, événements, spectacles, ce parc offre des parties de piscine, entre amis ou en famille. Oui, je m'amuse très bien. En tout cas, le parc est bien nouveau à Yamoussoukro et vraiment s'amuse bien. C'est très bien pour les enfants de la population et
pour les adultes aussi. C'est un très bon pack. Oui, je suis venue avec des enfants. Je suis venue avec 4 enfants. Une aventure dans cette destination ne manquera pas de laisser des souvenirs pleins de joie. Le parc dispose de 4 restaurants en pleine construction, rien que pour recevoir les invités de la CAN. Si vous regardez, voici le stade qui est juste derrière nous ici, à côté. C'est à 100 mètres. Si le stade est plein à craquer, des gens pourront venir ici pour suivre le match et pourquoi pas se recréer aussi. Donc voici un peu l'idée des directs qu'on va faire. Absolument, tout a été étudié à la lettre. Donc ça a été fait sciemment et tout. Les restaurants Emaki ne restent pas en marge de cette messe du football africain. Dans ce restaurant situé en plein cœur de la ville, une enseigne pareille aux couleurs de la CAN annonce l'événement. Le gérant, Brico DJ, un visage bien connu du showbiz ivoirien, donne le ton. Il y a quelques clients, mais c'est un peu calme. Donc on profite pour faire la mise en place pour ce soir. On reçoit du monde, on a des réservations. Et puis on a aussi le live qu'on prépare. Donc voilà, on s'active, je suis avec mon groupe. Ce restaurant fait partie des espaces gastronomiques sélectionnés par le COCAN pour accueillir les invités. Nous sommes l'un des établissements les plus convoités, surtout pour ceux qui viennent en prospection, les institutions, la CAF, les différentes composantes tous les organisateurs de la CAN passent ici, nous sommes sollicités, les gens veulent. Donc nous on se prépare, on est en train de s'outiller pour recevoir le maximum de personnes et faire plaisir à tout ce monde qui vient là. Un espace de 1000 places a été aménagé pour accueillir les amoureux du ballon rond. Nous avons des écrans, déjà des écrans. Là, vous avez l'espace déjà, on a un écran géant qui est dans le gazon, que nous avons déjà installé. Donc ici, dans le gazon, vous pouvez facilement accueillir 1000 personnes pour regarder les matchs. La terrasse. Nous avons 2 écrans géants électroniques. 2 écrans géants, un là pour la terrasse et un dans la salle. Nous avons tout le dispositif technique pour recevoir tous les spectateurs qui viennent regarder le match. Dans la ville, les promoteurs de restaurants Emaki se battent pour offrir un service de qualité aux visiteurs. Ouais, le petit là, l'autre petit là, comment il s'appelle? Landry. Landry, viens. N'oublie pas de faire la mise en place là-bas, le soir. Les filles qui boivent vin blanc là, de l'autre côté là-bas là, n'oublie pas de faire la mise en place, de l'autre côté. Dans ce maquis, tout est fin prêt pour la grande messe. C'est la Côte d'Ivoire, je suis aussi ivoirien, donc tout le monde va mettre sa main à la pâte. Nous tous, on ne peut pas être Abidjan, mais côté de Yamoussoukro, je pense que chacun va essayer de marquer son territoire concernant l'espace commandant Médard. Donc je vais dire que nous sommes prêts à aussi participer à cette belle fête pour avoir notre nom. Pour la CAN, moi personnellement, j'ai prévu satisfaire mes clients avec au moins 2 écrans. Un écran intérieur ici et un écran à l'extérieur. Pour la Ligue des Champions, nous avons eu à faire ça. Donc pour la CAN, comme c'est une grande fête nationale, un écran ici et un écran dehors. Les hommes de la nuit sont aussi à pied d'œuvre pour offrir un spectacle de qualité. Dans cette boîte de nuit parée aux couleurs de la CAN, l'ambiance est au rendez-vous. Cette boîte de nuit peut accueillir 300 personnes selon le gérant. Et pour vivre des moments inoubliables,
le promoteur a injecté plusieurs millions de francs CFA. C'est dans quelques mois. Et il y aura plusieurs pays représentés. Et ces pays, nous sommes prêts à les recevoir. Nous avons commandé, en termes de lumière, nous avons commandé la lumière à Dubaï et en Chine. Près de 10 millions de francs CFA ont été investis dans cette affaire pour pouvoir vraiment accueillir les gens à gogo. La ville compte plusieurs boîtes de nuit. Chaque promoteur essaie de faire le maximum pour attirer les clients lors de la grande messe du football. Nous sommes en train de faire de sorte que toute la Côte d'Ivoire ici qui va venir, tous ceux qui vont se présenter ici pour la CAN soient satisfaits. Nous ferons de sorte que ici nous ayons les écrans, vous voyez déjà les écrans qui sont installés. Pour la CAN, nous allons passer des 2 entrées que vous voyez à 4 grands écrans. Voilà. Et les écrans seront positionnés de sorte que dans toutes les positions, vous puissiez voir, même quand vous êtes de dos, il y a les miroirs qui fassent les reflets qui vous permettent de voir en direct tout ce qui se passe. Si les promoteurs d'établissements hôteliers, de loisirs, les restaurants et boîtes de nuit sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette belle fête du football, la question qui préoccupe est la sécurité. Sur le sujet, le ministre-gouverneur nous donne des précisions. Nous travaillons en collaboration étroite avec les forces de police nationales et le district de Yamoussoukro vient de remettre au ministère de l'Intérieur un 3e commissariat flambant neuf situé dans le quartier de Kokrenou qui a coûté à peu près 400 millions de francs, totalement équipé en bureaux, en matériel informatique. Et de ce côté-là aussi, nous avons consenti à des efforts pour garantir une sécurité optimale à toutes ces personnes qui vont venir pour participer à la CAN et assister au match. Et pour attirer de nombreux supporters au stade, les autorités de la ville comptent s'inspirer du modèle de mobilisation du Qatar pendant la Coupe du Monde 2022. Nous avons l'intention d'attendre d'abord le tirage au sort pour savoir exactement quelles sont les équipes qui vont jouer à Yamoussoukro. Nous avons l'intention, à l'image de ce qui s'est passé au Qatar à la dernière Coupe du Monde, de mobiliser nos jeunes et nos populations, de leur fournir des tickets d'entrée et de leur fournir même des maillots aux couleurs des équipes qui vont jouer en Côte d'Ivoire pour que ces équipes-là aient des supporters. Et on leur donnera tout le matériel nécessaire pour qu'ils puissent animer le stade et occuper les tribunes pour que chaque équipe, même étrangère, puisse être supportée et bien sûr l'équipe de la Côte d'Ivoire aussi. Au niveau du Comité national de soutien aux éléphants, les responsables prévoient une mobilisation exceptionnelle. Nous envisageons également de créer donc des villages CAN. Les villages CAN de la mairie, sur les différents axes que nous avons et regrouper un certain nombre de villages autour de ces villages CAN, de façon à ce que ceux qui ne peuvent pas venir sur la ville regarder les matchs puissent bénéficier donc de ce village CAN-là qui vont se permettre aux populations de participer à cette grande messe du football. Yamoussoukro est en phase de vivre l'une de ses plus belles histoires avec l'arrivée sur son sol des stars du football africain. Avec de nombreux complexes hôteliers de haut standing et espaces de loisirs, la ville compte répondre aux attentes des invités. Alors Mélina, il n'est pas faux de dire que les Ivoiriens vont être très regardants sur tous les aspects de cette CAN et l'accueil des délégations et des supporters va en faire partie. Et oui. Et en ce qui concerne Yamoussoukro, on va continuer de parler de tous ces défis avec la directrice régionale du tourisme, Félicité Soumaoro, qui nous rejoint à l'instant sur ce plateau. Bonsoir, Madame Soumaoro. Merci d'être avec nous ce soir. Grandes attentes donc pour cette Coupe d'Afrique des Nations en tant que directrice régionale du tourisme, je le disais à l'instant, de Yamoussoukro. Quelles sont vos missions principales? Merci déjà de m'avoir invitée sur ce plateau. Comme toute direction régionale, nous avons pour mission d'accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre de leur structure. Donc, nous les accompagnons depuis le début, depuis la construction de leurs établissements jusqu'à l'ouverture et à l'accueil des clients, etc. Donc, c'est ce que nous faisons en général. Alors, quels ont été les grands défis pour Yamoussoukro dans la préparation de cette CAN qui, on le rappelle, arrive bientôt et donc surtout en matière d'infrastructures d'accueil et de divertissement parce que c'est ça que ça va être une grande fête du football. Tout à fait. Le plus grand défi, c'était de relever le taux d'hébergement. En 2020,
nous avions que 480 établissements au niveau de Yamoussoukro et de tous les environs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de relever le taux de ces établissements-là, de telle sorte que nous puissions offrir aux Ivoiriens des services de qualité au niveau de l'hébergement, mais également au niveau de la restauration, parce que les Ivoiriens s'attendent non seulement à bien dormir, mais également à très bien manger et puis ensuite se divertir. Donc c'est le plus grand défi que nous avions depuis 2020, que nous avions pris la tête de cette direction. Nous sommes aujourd'hui à 4 mois, presque jour pour jour. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Pas grand-chose, je vous rassure. Parce que déjà, nous sommes passés pratiquement à plus de 100 établissements, en plus de ce que nous avions déjà en 2020. Et nous avons une dizaine d'établissements de haut standing qui sont en train de voir le jour. Nous avons par exemple un complexe de 28 villas équipées de très haut standing qui va voir le jour d'ici octobre. Nous avons d'autres établissements de plus de 180 chambres qui vont voir le jour. Et nous avons également aujourd'hui un grand parc d'attractions non loin du stade qui va accueillir toutes les familles qui voudraient se divertir entre 2 matchs ou passer le temps avec la famille de l'autre côté pendant que les adultes seront au stade pour suivre les matchs. Vous pouvez le dire, Yamoussoukro n'aurait rien à envier à Abidjan. Oh, pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en train de nous apprêter pour recevoir les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, on est aux alentours donc, des 500 établissements sur Yamoussoukro et environ. Alors, combien parmi ces établissements-là pourront être référencés pour toutes les structures officielles de la CAN? Et puis, quel est le chiffre final peut-être pour vous à atteindre à ce niveau? Actuellement, nous sommes, en termes de chambres, nous sommes à 7000 et quelques chambres, 7013 chambres actuellement. Et nous envisageons 10 000 et pourquoi pas peut-être 12 000 chambres. Donc aujourd'hui, c'est relever le niveau avec tous ces établissements qui vont voir le jour. Et nous espérons que d'ici le mois de novembre, comme ils nous l'ont promis, il y aura des ouvertures de très grands établissements que vous allez voir bientôt. Et ce travail se fait en étroite collaboration avec le comité d'organisation de la CAN, le COCAN. Comment se passe la collaboration? Il faut dire que le COCAN a 2 volets. Il y a le volet national et puis il y a le comité local. Donc le comité local se repose sur les directions régionales. C'est nous qui remontons les informations. À chaque fois, nos listes sont mises à jour parce que je vous assure que chaque semaine, il y a un établissement qui voit le jour. Voilà, donc il faut remettre à chaque fois les listes à jour et les communiquer au COCAN qui prendra en compte tous les autres critères, etc., pour être retenu. Je me permets de rebondir un peu sur la question que vous avez posée. Nous attendons au bas mot près de 300 établissements qui seront référencés au niveau du COCAN. Et donc, du coup, le COCAN qui va donc inspecter plusieurs établissements, des visites que nous n'avons malheureusement pas pu suivre du côté de Yamoussoukro. On voudrait revenir un peu sur tous ces critères qui vont conduire à la sélection d'un établissement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, des critères de qualité. Voilà, c'est d'abord la qualité du service. Ensuite, l'hébergement au niveau de l'hygiène. La qualité de la restauration, parce que nous avons des complexes hôteliers qui ont également des restaurants en leur sein. Donc la qualité de la restauration et puis l'accueil. C'est surtout ça aussi. Il faut que les Ivoiriens, c'est un pays hospitalier. Il faut que nos établissements aient des charmantes hôtesses qui vont nous accueillir tout sourire et qui vont nous donner envie à nos visiteurs de revenir après la CAN, pourquoi pas. Justement, avec cette lumière qui sera mise sur Yamoussoukro, cette effervescence qu'il y aura dans la capitale politique, quelles sont vos attentes en termes de retombées pour Yamoussoukro après cette CAN? Les attentes sont énormes. C'est quand même beaucoup d'argent qui sera engrangé. Nous attendons beaucoup de visiteurs. Donc, c'est les établissements qui vont en bénéficier. C'est une manne financière inimaginable.
Donc, à nous de capter cela. Donc, nous savons qu'après la CAN, ce sont des établissements qui vont continuer à fonctionner. Donc, il y aura d'autres événements et nous connaissons la Côte d'Ivoire. Nous sommes quand même assez présents sur la scène internationale en matière de manifestation. Donc, il y aura encore d'autres événements, d'autres challenges. Et nous pensons qu'à Yamoussoukro, si nous sommes prêts pour la CAN, nous serons prêts pour tous les autres événements. Et ça, je vous le rassure, nous le serons. Alors ça, c'est toujours un grand défi quand il y a des événements comme cela, parce qu'on construit énormément, on a beaucoup d'attentes du côté des opérateurs économiques, mais il faut vraiment que le plan derrière de constitution d'un calendrier événementiel soit vraiment solide. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup d'espoir dessus? Parce que j'imagine que chaque constructeur d'établissement vous a posé la question, on construit pour la CAN, mais derrière, on a besoin de rentabiliser. Est-ce que vous leur garantissez ça aujourd'hui? Oui, effectivement, c'est la question qui revient à chaque fois. Après la CAN, qu'est-ce qu'on va en faire? Il nous revient à nous également de créer des animations, parce qu'il ne s'agit pas de mettre une structure et puis attendre que les gens arrivent. Il faut innover, il faut pouvoir apporter de nouvelles choses. Et je leur demande également à eux de faire preuve d'imagination, de telle sorte que nous puissions vendre nos chambres, de vendre nos places de restauration à chaque fois. Mais je suis persuadée qu'il y a encore des grands événements étatiques qui nous attendent. C'est le ministère et le gouvernement qui pourront parler pour les échéances futures. Mais pour l'instant, en ce qui concerne la CAN, nous sommes prêts et nous sommes sûrs qu'en marge de la CAN, ces établissements-là pourront également continuer de rayonner en nous proposant de très, très belles choses. Yamoussoukro va donc accueillir énormément de personnes qui viendront, des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui vont venir pour participer à cette grande messe du football africain. Mais quid de la sécurisation de ces personnes qui viendront célébrer à Yamoussoukro? Oui, tout est mis en ordre parce que nous avons le COCAN local, le comité local qui est présidé par monsieur le préfet. Et avec le préfet de police de Yamoussoukro, tout est mis en œuvre pour que ces personnes-là soient sécurisées, leurs biens également. Et nous sommes en collaboration avec certaines structures d'assurance quand même pour que ces établissements-là soient assurés et que ces personnes-là soient rassurées d'être dans nos établissements. Et même s'il arriverait qu'il y a des pépins, il y a la garantie qu'ils pourront être pris en charge après. Merci Félicité Soumaro d'avoir répondu aux questions de NCI Reportage sur la préparation de Yamoussoukro et de ses établissements pour accueillir les téléspectateurs et les spectateurs de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Et de notre côté, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Et vous pourrez retrouver l'émission dans son intégralité ainsi que le reportage sur le compte YouTube de NCI. N'hésitez pas à vous abonner et à réagir en commentaire. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.